Alors du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat pour qu'on puisse les relayer. Là. Alors, pensez-vous que quitter le réseau social X est aussi une manière de ne pas affilier la question féminine à des structures plus affiliées à la désinformation que l'inverse, et par la même occasion maintenir l'image et la légitimité de la lutte slash reconnaissance? Je pense que c'est une question qui doit être peut-être plus guidée vers J'imagine l'intervention de Marine. Ouais. j'imagine que la question est pour moi. Euh, alors oui, c'est vrai que dernièrement, il y a beaucoup d'organismes féministes qui se posent la question de rester ou non sur X, de même que rester ou non aussi sur toutes les filières de Meta, donc Facebook et Instagram aussi. On observe une petite migration. Je note notamment Blue Sky. Mais c'est encore assez timide. Mais c'est vrai que les raisons pour lesquelles ça se fait au fur et à mesure est clairement parce qu'il y a une montée de désinformation et de la modération qui est tout de même en dégringolade sur ces plateformes-ci, qui fait donc forcément que ces mouvements-là qui s'expriment et qui sont un petit peu radicaux parfois dans la manière de s'exprimer, ne trouvent plus le moyen de s'exprimer sans recevoir de grosses campagnes d'harcèlement ou de controverses dans leurs commentaires. J'espère que je suis assez claire. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, on Oui, a j'avais bien une reçu les question références ici. de Lucille. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question à Fripon Farceur qui disait qu'effectivement, tous les créateurs de contenu étaient récompensés de la même façon, peu importe qu'ils fassent du contenu qualitatif ou non. Comment est-ce que on pourrait convaincre, enfin, en tout cas pas convaincre, mais donner envie aux créateurs de contenu de réellement faire des contenus qualitatifs et de ne plus être seulement dans cette recherche de popularité? C'est une excellente question. Est-ce que ça suppose de trouver une solution générale? Je pense qu'il faut avant tout travailler sur soi et essayer d'étendre sa lumière sur un maximum de personnes et de devenir une espèce d'inspiration en cette matière. Et je suis très loin d'être un modèle de contenu qualitatif. Il y a des gens qui font bien mieux que moi. Mais voilà, à mon échelle, j'essaye de faire ce que je peux. Mais si maintenant il faut répondre de façon générale, je t'avoue que je préfère botter en touche parce que j'en ai aucune idée. Ok, merci. Peut-être je peux, enfin en tout cas, réagir ou donner quelques, voilà, quelques pistes par rapport à ce que j'ai entendu. Il y avait énormément de choses et c'est vrai que finalement toutes ces questions-là, elles tournent autour de qui peut parler, comment les personnes peuvent parler en ligne sur les réseaux sociaux en fonction du réseau social, parce qu'en effet, chaque réseau social a ses règles bien différentes. Quels sont les habitus, quels sont les comportements qui sont tolérés, qui ne sont pas tolérés, qui sont promus ou pas promus, etc. sur les réseaux sociaux. Et c'est la question aussi des algorithmes qui a été posée par Fripon Farceur. Et, euh, et à partir de là, moi, je me suis dit, il y a trois grandes dimensions. Je fais très vite. Il y a une dimension politique de la gestion des réseaux sociaux. Et là, ça pose la question notamment de la liberté d'expression. Quelle est la réglementation autour de la liberté d'expression ou la régulation des algorithmes? Et notamment peut-être une question, je poserai plusieurs questions, mais peut-être une question pour Marine Mess. Euh, Est-ce que finalement la régulation des réseaux sociaux ou est-ce que la modération peut être un frein aux luttes ou à l'expression des luttes ou à la militance, et notamment dans la réglementation autour de mots qui peuvent être utilisés par les militantes dans le domaine de la prostitution, par exemple. Euh, donc ça, c'est la dimension politique qui croise aussi l'expression des personnes, parce qu'effectivement, on dit les personnes, elles sont parlées plus qu'elles ne parlent. Peut-être que c'est l'occasion, comme le disait Lucille Lamache, peut-être c'est l'occasion aussi que les personnes prennent la parole. La deuxième grande dimension que je vois, c'est la dimension médiatique. Et finalement, moi, ce que je constate, c'est un aller-retour entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Et c'est difficile. Et ça, c'est aussi une question que j'ai peut-être pour Lucille Lamache.
et pour les autres intervenants aussi. Mais c'est peut-être difficile d'évaluer ce qui vient des réseaux, par exemple sur la vague conservatrice aux États-Unis ou dans d'autres pays. Est-ce que les réseaux sociaux sont envahis par des conservateurs parce que par ailleurs, il y a une vague sociale qui existe? Ou est-ce que c'est aussi un foyer d'élaboration de ces contenus conservateurs et d'émergence ou de diffusion accélérée? Donc ça aussi, c'est une question qui se pose, en tout cas que je me pose. Et la troisième grande dimension, elle est évidemment éthique. J'ai bien remarqué que Fripon Farceur avait enfin, été réfléchissait aux vertus, finalement, quelles sont les grandes vertus qu'il faudrait pour être un bon influenceur ou être un bon producteur de contenu sur les réseaux sociaux, en disant faut-il être un spécialiste du sujet pour s'exprimer sur ce sujet, qu'est-ce que le débat, qu'est-ce que la démocratie, et cette attention qu'on a aussi vis-à-vis du récepteur, de la réception. Et donc, voilà, finalement, Fripon Farceur, moi, je vous lance un appel. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un petit, finalement, une sorte, alors je dirais pas un manuel, mais un livre, le Mhm. livre des vertus sur les réseaux sociaux, quoi, finalement. Alors, Voilà mes vous, trois questions. ok. Bah, allez-y, Fripon Farceur. Voilà. Non, 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 je vous laisse poser la question dans l'ordre que vous souhaitez. Enfin, les questions dans l'ordre que Non, vous non, souhaitez. non, mais très bien. Bah, voilà, je vous lançais la balle sur est-ce que finalement vous ne devriez pas écrire un livre ou un essai sur les vertus nécessaires à avoir pour un Ben, créateur de contenu sur les j'ai réseaux pas sociaux. à faire une formation comme si les gens étaient au lycée d'Aristote, parce que je vais vous avouer que le premier livre de philosophie sur lequel je suis tombé quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était Éthique à Nicomaque d'Aristote. Et ça m'a frappé. Et je me suis dit, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus d'une morale universelle. C'est pas pour rien qu'Aristote a été repris dans l'islam et également par les catholiques. Une grande partie des valeurs chrétiennes, on dit oui, l'Europe a énormément de valeurs chrétiennes. Ce sont en réalité des valeurs aristotéliciennes. Et il suffit voilà, de lire Éthique à Eudème ou Éthique à Nicomaque pour se rendre compte de la similarité de tout ça. Donc, pourquoi pas proposer, je sais pas, un jour une formation, une semaine au lycée d'Aristote et faire un condensé de ce qu'il nous explique et peut-être d'imaginer comment ce dernier se serait positionné par rapport euh, à ce que l'on vit actuellement sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas dire que toute son éthique est formidable, hein, mais une grande partie de son éthique m'a beaucoup inspiré. Et j'essaye justement de me reposer sur lui pour établir une espèce de code moral, en fait. Parce que je pense qu'avoir un code moral bien établi, c'est le véritable rempart contre la barbarie, contre la violence, contre l'extrémisme, quel qu'il soit, en fait. Euh, ouais, voilà. Merci, merci pour cette réponse. Peut-être maintenant, si je repose les questions très très vite, parce que comme ça, je suis pas dans un tunnel. Marine Mess sur la liberté d'expression. Est-ce que finalement la régulation est un frein à l'expression militante sur les réseaux sociaux ou au contraire un cadre nécessaire? Alors, question intéressante. C'est vrai que j'imagine que si vous êtes sur TikTok, les utilisateurs de TikTok et les militants ont tendance un peu à changer légèrement certains mots pour pas se faire censurer ou ce qu'ils appellent shadowban, donc c'est-à-dire que leur contenu ne soit pas montré à certains ou certaines. Donc, on a à en faire à une modération qui parfois est peut-être trop floue et qui entraîne donc des codes culturels, un vocabulaire assez spécial pour pouvoir parler de ces sujets sans se faire censurer. Donc on a parfois un O qui devient un zéro, ou alors une étoile qui remplace une lettre, ou alors un mot qui se ressemble phonétiquement pour pouvoir parler de cette chose-ci. Donc ça donne lieu à des situations plutôt comiques, mais disons que si la modération est floue, il y a toujours un moyen plus ou moins de la contourner, du moment que la bulle et le réseau des comptes qui sont liés parce qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt restent finalement ensemble. Donc il y a toujours un réseau qui se fait malgré la modération ou la potentielle peut-être censure qu'on pourrait dire de certains comptes. Et enfin, pour reprendre, merci beaucoup, Marine. Pour reprendre la dernière petite question, peut-être à Lucille Lamache, mais c'est une question quand même assez plus générale.
sur les allers-retours entre les réseaux sociaux et les médias plus traditionnels. Euh, vous avez dit que finalement, rien de nouveau sous le soleil sur les réseaux sociaux. Et moi, je me demande si aujourd'hui, c'est pas au contraire les réseaux sociaux qui ont tendance à influencer les médias traditionnels, notamment euh, sur une manière peut-être plus directe, plus clivante de présenter les choses par rapport peut-être à ce qui existait avant. Alors, je saurais pas honnêtement répondre, enfin, encore une fois, donner une réponse en oui ou non, est-ce que les réseaux sociaux influencent les médias traditionnels? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on observe, oui, des mouvements de migration des médias traditionnels sur les réseaux sociaux. Dans ce sens-là, en tout cas, ça existe. Après, l'inverse, c'est peut-être moins vrai. Je sais pas s'il y a énormément de pure players qui ensuite ont des éditions papier ou des chaînes à la télé, ou voilà. Euh, et en général, il y a du coup des stratégies d'adaptation, évidemment, par ces médias-là, ces médias dits traditionnels ou dits de référence, en tout cas, qui débarquent sur les réseaux sociaux et qui sont obligés de s'adapter aux formes en vigueur là-bas. C'est particulièrement marquant avec dans plein de rédactions, en fait, il y a le développement de services, mais pareil, ça commence à faire un petit bout de temps, développement de services web, de rédaction, enfin de portions de la rédaction qui sont spécialisées dans le contenu web. Ça, c'est autant vrai à la télé que pour la presse écrite, que pour la radio, je pense, et qui s'adaptent à ces formats-là. Ça, ce serait ma réponse. Et tout à l'heure, vous aviez aussi parlé, alors je ne sais pas si ça rentrait dans ce cadre-là, mais de l'émergence d'un conservatisme à la fois. Est-ce que c'était cette idée qu'il y a un conservatisme aussi dans les médias traditionnels ou c'était plus une question subsidiaire ou juste j'ai peut-être mal compris? Non, pour reprendre un tout petit peu les choses sur cette question-là, je me demandais par exemple si la vague conservatrice qu'on a connue aux États-Unis, ou par Mm, exemple sur l'élection en Roumanie, sur l'élection d'un candidat que personne ne connaissait quelques mois auparavant, euh, et qui a émergé grâce aux réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. mm, Je me demandais si finalement les réseaux sociaux étaient le miroir de notre temps, des tendances politiques par exemple de notre temps, mm. ou peut-être aussi un foyer d'émergence de nouvelles tendances. C'était ça ma Ok. question. Je ne sais pas si c'est un foyer d'émergence de nouvelles tendances, je saurais pas répondre, mais en tout cas, je pense que oui, ça reflète assez bien ce qui se passe actuellement, notamment. Enfin, tout à l'heure, je relisais le résumé d'un livre qui s'appelle Internet est-il de droite? Je crois que je crois qu'elle c'est une sociologue américaine qui l'a écrit, dans lequel en fait elle mène une enquête auprès de diverses organisations de droite et de gauche, mais un nombre assez conséquent vraiment d'organisations. Je crois qu'elle s'appelle Jani Schroeder, quelque chose comme ça, ou Shradi, bon, voilà, quelque chose dans ce genre-là, mais je pense qu'avec Internet est-il de droite, vous trouverez, où en fait elle se rend compte que c'est une question de distribution des ressources et les partis de droite, les organisations de droite, ou conservatrices en tout cas, ont tendance à être beaucoup plus présentes et beaucoup mieux organisées et à beaucoup mieux cibler d'emblée ce qui est attendu d'elles pour être justement visible et reconnue que des organisations de gauche parce qu'elles disposent de beaucoup plus de moyens et que du coup elles peuvent développer ces compétences communicationnelles à fond les ballons, on va dire, et à la différence de partis de gauche ou d'organisations de gauche qui auraient moins les moyens moins les moyens de faire ça. Après, je pense qu'il existe toujours aussi des espaces de résistance, même sur Internet. Voilà, ce serait ma réponse. Merci. Merci Lucille. Bah, alors, il y a une petite question pour Monsieur Clay et Claire Abrieux. C'est quelles sont les réponses pédagogiques mises en place face bah, aux enjeux actuels en lien, je suppose, avec notre thématique du jour? Sébastien, tu veux? Je te laisse commencer. Je compléterai.
Eh ben, très rapidement, parce que effectivement, c'est une bonne question qui est posée, je crois, ouais, par Liam Cohen. Merci pour cette question. Ben, en effet, enfin, les enseignements, ils évoluent au fur et à mesure des enjeux. Donc, cette année, on a créé un module sur l'intelligence artificielle et un module sur la communication responsable avec les dimensions d'accessibilité et d'éco-responsabilité de la communication. Et c'est intéressant parce que les deux enjeux se jouent en même temps. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une transition euh, considérable avec l'utilisation de nouveaux outils qui relèvent de l'intelligence artificielle, et en même temps une transition qui va vers peut-être davantage de prise en compte des publics, vers davantage de prise de parole des personnes concernées, et vers davantage de sensibilité à la réception du message. Donc déjà, ça, c'est une dimension importante. La deuxième dimension qu'on prend en compte dans le master, c'est que toute nouvelle technique, toute nouvelle tendance est un pharmacone. Vous m'avez certainement entendu plusieurs fois dire ça, mais c'est à la fois un remède et un poison. Et dans la tradition du philosophe Bernard Stiegler, hein, là je suis à sa suite, il s'agit de s'approprier ces nouvelles tendances, ces nouvelles techniques. Voilà. Parce que toute nouvelle technique ou toute nouvelle tendance nécessite une appropriation sociale et dans nos métiers, et même psychique, politique, économique, etc. Et ce qu'on fait là aujourd'hui, bah, ça fait partie de cette dimension-là. C'est-à-dire que, on identifie tous ensemble ces tendances-là, et puis on en discute, on voit ce que ça fait évoluer à la fois en termes de pratique, en termes de théorie, en termes de conception de notre métier, en termes de vertu, d'habitus, de prise de parole, etc. Et c'est une première dimension très importante de pouvoir se réunir et de discuter de ces dimensions-là avec des étudiants, des anciens étudiants, des professionnels, des profs. Voilà. Et ça, c'est la deuxième dimension très, très importante de la manière dont on inclut ces questionnements-là dans nos enseignements. Voilà. Du coup, pour compléter un petit peu, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque année, on rajoute une brique où on adapte le contenu du master. Moi, quand j'ai été ancienne étudiante sur les bancs du master, on nous apprenait pas du tout les réseaux sociaux, alors qu'aujourd'hui, nos étudiants prennent la main sur ces sujets-là. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au fil de toutes ces années, il y a deux choses qui sont restées vraiment dans le master. C'est le fait d'aiguiser le sens critique des étudiants, de continuer à leur donner les outils pour avoir vraiment un travail intellectuel un peu profond. Voilà, on essaye de faire ça tous ensemble. Et c'est assez intéressant parce que ça va rejoindre un petit peu l'intervention de Fripon, euh, d'avoir une certaine humilité intellectuelle face aux nouveaux outils, de se dire, bon, on fait de la communication avec de nouveaux canaux, de nouveaux outils, mais en fait, on va voir ce que ça donne, tout ça, et on y va de façon responsable. Bref, ça me permet de prendre la parole pour poser moi aussi ma question aux trois intervenants. En fait, en vous écoutant tous les trois, moi j'ai eu l'impression qu'on en revenait à l'importance du fond et de la forme. Mais en fait, on oublie que sur les réseaux sociaux, la forme, elle est déjà prédéterminée par des acteurs qui ont leurs propres intérêts, leurs propres valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, les trois intervenants? Euh, pour répondre très rapidement, moi c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer au moins avec la presse quotidienne. Après, encore une fois, je suis moins au courant de ce qui se passe enfin, sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça se vérifie aussi vraiment en information et communication. On parle beaucoup il y a une notion qu'on appelle l'architecte ou les écrits d'écran, qui consiste justement à dire que tous ces dispositifs-là, que ce soit des sites internet lambda aux réseaux sociaux, sont effectivement des dispositifs encodés
qui propose qui oriente nos pratiques d'écriture et d'expression. Et effectivement, de là, la forme existe déjà, ou en tout cas, il y a une, enfin, on peut s'exprimer, mais dans des cadres déjà formés. Et en fait, on parle d'écriture de l'écriture en SIC. Bah, voilà, je vous rejoins juste complètement. J'ai pas grand-chose à ajouter d'autre, mais c'est effectivement, enfin, la question de la forme est très importante, effectivement. Oui, de même, j'aurais pas grand-chose à rajouter non plus. Pour ce qui est de mon objet d'étude, qui est la lutte des luttes féministes sur sur les réseaux sociaux, c'est vraiment plutôt s'adapter à la forme déjà proposée et proposer donc un nouveau fond, tout en sachant qu'on a les aspects négatifs de cette forme dans tous les cas. Donc, si on prend Twitter, c'est le fait qu'on puisse microbloguer sans limite maintenant de caractères, sans limite non plus quasiment de messages, euh, et de tenter de faire avec. C'est, c'est la seule solution possible dans ce cas-ci, quoi.